Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis Jacqueline Crémer, responsable adjointe du service social de l'assurance maladie, plus particulièrement chargée de la référence PDP. Donc, la PDP, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle. Je vais vous faire une présentation du service social. On fera un focus, bien évidemment, sur la PDP et je répondrai à toutes vos questions donc par la suite. Donc, merci. Donc, du coup, vous voyez un peu le déroulé de mon intervention. Donc, on va avoir une partie introduction, la présentation du service social de l'assurance maladie, comment vous pouvez nous contacter et je vous présenterai des situations concrètes, comment vous allez pouvoir nous joindre. Et puis, en annexe, vous aurez aussi un document qui est le document national, qui est le guide du service social de l'assurance maladie. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est bien évidemment de vous parler du service social et de ses missions, de présenter les équipes en charge de l'accompagnement des assurés, et puis ça sert donc à vous aider à mieux cerner les situations relevant de notre champ d'action grâce à un ensemble d'exemples de situations concrètes. Donc, le service social de l'assurance maladie, c'est un service social spécialisé en santé. Nos équipes proposent donc un accompagnement social des assurés fragilisés par leur état de santé et qui rencontrent des difficultés liées à la maladie, à un accident ou encore à un arrêt de travail. Une intervention le plus tôt possible pour prévenir les risques d'aggravation de la situation sociale et ou de désinsertion professionnelle est vraiment notre priorité. Nous donnons bien évidemment aussi de l'information sur les droits, les aides et les dispositifs qui sont adaptés à la situation, y compris ceux liés à la prévention santé, en proposant donc un soutien dans les démarches. Qui sommes-nous ? Bien, nous sommes un service donc implanté au plus près des assurés. Alors, nous sommes un service régional, mais par contre implanté dans chaque département et hébergé par les caisses primaires d'assurance maladie. Donc là, par exemple, nous avons deux grandes bases, Vienne et Grenoble. Donc à Grenoble, nous sommes hébergés donc à la caisse primaire de Maginot, et à Vienne, c'est à la caisse primaire de Vienne qui est en travaux actuellement. Donc nous sommes relogés le temps des travaux dans un appartement, mais sur Vienne. Et nous accueillons au plus près les personnes, c'est-à-dire qu'en fait, on a nos deux bases administratives, mais on a environ 25 lieux d'accueil de permanence répartis sur tout le département. Donc, notre équipe, c'est 30 assistantes de service social. Un tiers de l'équipe est à Grenoble, les 2 tiers de l'équipe sont à Grenoble, et un tiers est à Vienne. Donc 20 assistantes sociales à Grenoble et 10 à Vienne. Nous avons 9 conseillères services assurance maladie. C'est la nouvelle dénomination chez nous. Bon, ça commence à dater maintenant, ça fait à peu près 2 ans, mais c'est anciennement les secrétaires médico-sociales. Donc voilà, les conseillères services assurance maladie ont bénéficié d'un référentiel commun entre le service médical, la CEPAM et le service social. Donc, du coup, il y a plus de transversalité avec des particularités, bien évidemment, propres à chaque service. Dans notre service, il y a 3 managers, donc une responsable et 2 adjoints. Et nous avons aussi une assistante sociale, une assistante de direction, une secrétaire de direction. Donc, lors de vos échanges avec le service social, vous pourrez être amené à rencontrer 3 types d'interlocuteurs. Donc, les fameuses conseillères services de l'assurance maladie, qui assure l'interface entre les assurés, vous et les assistants de service social. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure, mais du coup, nous ne sommes joignables désormais que via la plateforme 3646 en disant service social, et du coup, vous êtes dirigé directement vers l'EXAM du service social de l'assurance maladie. Par contre, vous le verrez aussi tout à l'heure, nous gardons nos adresses mail. Et une fois que vous avez les coordonnées des assistantes sociales, vous pouvez les joindre en direct puisqu'elles ont des téléphones en ligne directe. Donc, nous avons aussi des assistantes sociales, donc 30, comme je vous le disais tout à l'heure. Elles sont
titulaire d'un diplôme d'État est soumise au secret professionnel, bien évidemment, et elle propose, alors je dis elle parce que dans notre service, nous n'avons à ce jour que des femmes, donc elle propose un accompagnement social aux assurés que vous aurez redirigés vers notre service. Et puis, les managers de proximité sont en charge du pilotage de l'activité et des relations partenariales. Et ils seront en contact privilégié au sein du service social de l'assurance maladie. Donc, si vous avez des demandes d'intervention, de précision, comme aujourd'hui, par exemple, ce sont nous, managers de proximité, qui intervenons. Nos missions. Donc, en tant que service social spécialisé, nous accompagnons et aidons les assurés ayant des difficultés à gérer l'impact que peut avoir un changement dans leur état de santé sur leur vie personnelle et leur activité professionnelle. Nous intervenons auprès de tous les bénéficiaires du régime général, donc y compris les travailleurs indépendants qui ont intégré le régime général depuis début 2020. Voilà. Donc, la plus-value du service social s'exerce pleinement dans ce champ du fait de sa capacité à prendre en charge les situations de manière globale en intégrant l'ensemble de la sphère psychosociale et les particularités liées à la santé. Et nous avons 2 grands axes d'intervention, mais ça, c'est nous qui les classifions en fonction des situations que nous accompagnons. Donc, il y a la prévention de la désinsertion professionnelle et la sécurisation des parcours en santé. Donc, notre mission, c'est d'accompagner les assurés du régime général en arrêt de travail ou en risque de non-retour à l'emploi, qu'ils aient un contrat de travail ou qu'ils soient travailleurs indépendants, pourvu que pour les travailleurs indépendants, ils soient toujours en activité et qu'ils n'aient pas déposé le bilan. Et c'est ça qu'on appelle la prévention de la désinsertion professionnelle, puisque notre rôle, c'est quand même bien d'éviter, ou en tout cas de tout mettre en œuvre pour éviter une rupture du contrat de travail. Puisqu'on sait tous qu'à partir du moment où on a perdu son travail, on a perdu son contrat, et qu'en plus se rajoute à ça des difficultés de santé, c'est encore plus difficile de retrouver un travail adapté par la suite. Donc, on intervient le plus vite possible pour éviter, enfin en tout cas, tout mettre en œuvre pour éviter la rupture du contrat de travail. Donc, nous intervenons bien évidemment lorsque la reprise de l'activité professionnelle est complexe, du fait de l'état de santé, c'est-à-dire qu'en fait, nous nous appuyons sur des signalements ou des avis de médecins. Par exemple, très rapidement, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous en parler, quand on rencontre une personne qui a un emploi, qui dit et qui évoque qu'elle va avoir des difficultés à reprendre son poste, nous l'orientons vers le médecin du travail. Et le médecin du travail nous précise à ce moment-là s'il y a un risque d'inaptitude ou pas. S'il n'y a pas de risque d'inaptitude, on va travailler avec le médecin du travail éventuellement et l'assuré qui verra peut-être avec Cap Emploi aussi dans l'entreprise à préserver le poste, quitte à mettre en place des adaptations de matériel, d'horaire, etc. Et puis par contre, si le médecin du travail dit qu'il y a un risque d'inaptitude, on va tout mettre en place pour faire en sorte de préparer l'après-licenciement. Donc comment... Il me reste une petite truc. Merci. Donc, du coup, bien évidemment, pour faire tout ça, on écoute, on reçoit les personnes, on les écoute, on repère leurs difficultés et du coup, on les soutient en permettant d'évoquer les conséquences de la maladie sur leur situation professionnelle et d'aborder les difficultés concernant la reprise de travail. Et c'est grâce à l'information sur les droits et les aides adaptées à la situation, en étant accompagnés dans ces démarches, que nous pouvons effectivement travailler ce volet de prévention de la désinsertion professionnelle. Merci. Donc, le processus d'inaptitude, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. Donc, dès que nous rencontrons un assuré, nous l'encourageons, selon bien évidemment l'étape où il en est rendu
et sa situation vis-à-vis de l'emploi, nous encourageons l'assuré à rencontrer au plus vite le médecin du travail pour que, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, pour que justement le médecin du travail ait connaissance de la situation de l'assuré, qu'il puisse prendre conscience des difficultés qui vont pouvoir être rencontrées, qu'il puisse travailler en interne, si c'est possible, pour permettre de préparer la reprise de travail, ou alors qu'il nous dise assez rapidement qu'il y a un risque d'inaptitude de façon à ce que on puisse nous accompagner toute la démarche de suite d'inaptitude, à savoir qu'au moment de la reprise de travail, alors la reprise, c'est pas forcément une reprise, c'est une fin d'indemnité journalière qui va nécessiter pour l'employeur de programmer une visite de reprise pour que le médecin du travail prononce l'aptitude ou l'inaptitude. Donc, aptitude, tant mieux, la personne est reprise dans l'entreprise avec adaptation ou pas, enfin, à voir selon la situation. Et puis, en cas d'inaptitude, que le licenciement soit prononcé avec tout ce que ça représente derrière de temps d'attente, puisqu'il faut 2 examens médicaux pour que l'inaptitude soit définitivement prononcée. Il faut quand même que l'employeur ait le temps de vérifier si au sein de l'entreprise, il n'a pas la possibilité de garder son salarié. C'est une obligation, c'est le Code du travail qui dit ça. L'employeur doit tout mettre en œuvre pour rechercher une solution de reclassement en interne, voire en externe. Et à l'issue de tout ça, si ce n'est pas possible, effectivement, il y a licenciement. Donc, comme je vous disais, il y a un reclassement dans l'entreprise, il y a une reprise du salaire éventuellement si au bout d'un mois, l'employeur n'a toujours pas licencié. Et si vraiment tout est bien fait dans les règles et que l'assuré ne peut pas reprendre, il y a le licenciement et derrière, bien entendu, l'inscription à Pôle emploi. Donc là, on a un petit film. Ça marche pas. Alors, vous l'aurez, le lien à YouTube dans le support que vous allez recevoir. C'est un film qui a été réalisé par nous, notre service social de l'Isère, et on vous retrace l'accompagnement, alors assez bref, parce que ça dure 4 minutes, mais on vous retrace l'accompagnement d'un assuré du début en passant par différentes étapes pour lever des freins, et du coup, le travail qu'on va mettre en place pour faciliter le retour à l'emploi après un licenciement. Donc, n'hésitez pas, quand vous aurez le support, à aller le visionner. Il est rapide, mais ça vous démontre bien un petit peu comment on travaille. Et vous voyez le rôle de la secrétaire, le rôle de l'assistante sociale et la place prépondérante, bien évidemment, qu'on laisse à l'assuré dans tout cet accompagnement. Donc, en plus de la PDP, nous avons l'axe sécurisé des parcours en santé parce qu'évidemment, toutes les personnes qui ont des difficultés de santé n'ont pas forcément un contrat de travail. Mais par contre, leur santé impacte leur vie au quotidien. Donc, notre mission, c'est d'accompagner les assurés du régime général confrontés à des difficultés sociales du fait de la maladie. C'est lorsque l'état de santé a des répercussions et des conséquences sur la situation sociale de l'assuré, notamment pour les assurés atteints de pathologies lourdes et évolutives. Alors, par pathologie lourde et évolutive, évidemment, il y a toute la liste des pathologies auxquelles on pense, qui sont très lourdes, mais il y a aussi des pathologies qui ne sont pas forcément dans la liste, mais qui impactent lourdement, par contre, les conséquences du quotidien, de vie, etc. Donc, pathologie lourde, c'est pas que la pathologie qui nous importe, c'est surtout la lourdeur des conséquences d'une pathologie, quelle qu'elle soit. Donc, du coup, ça concerne aussi les assurés identifiés en difficulté sociale suite à une sortie d'hospitalisation. Les assurés en renoncement aux soins qui présentent des freins psychosociaux ou une situation sociale complexe après saisine des missions accompagnement santé. Donc la masse, je suppose que vous connaissez par cœur,
il n'y a pas de souci. Mais du coup, nous avons des conventions, nous faisons partie de la même institution et nous avons des conventions qui font qu'on oriente vers la masse des assurés qui relèvent des missions de la masse et inversement, quand la masse accompagne des assurés où elle repère qu'il y a des volets qui nous concernent nous, elle nous les oriente. Donc, il y a un partage de situations pour un meilleur accompagnement. Donc, bien entendu, tout ça, on le fait grâce à l'écoute et au soutien par l'assistante sociale de service social qui permet d'évoquer les conséquences de la maladie sur la situation personnelle et d'aborder les difficultés rencontrées. Donc, grâce à l'information sur ses droits et les aides adaptées à la situation en étant accompagné dans ces démarches. Notre accompagnement, donc, l'objectif, bien évidemment, comme vous l'avez compris, parce que je viens quand même de vous en parler, c'est d'aider au mieux et intervenir le plus précocement possible dans le respect des capacités des personnes et en favorisant le développement de leurs ressources. Ce que nous proposons, c'est un accompagnement psychosocial qui prend en compte la situation de la personne accompagnée dans son ensemble, en rendez-vous individuel, y compris à domicile si la situation médico-sociale le nécessite, ou lors de groupes d'échange et de soutien. Donc, effectivement, dans le cadre de l'individuel, on a nos permanences, nos accueils exclusivement sur rendez-vous, on a des visites à domicile, on a des entretiens téléphoniques. Et après, on fait des groupes d'échange et de soutien, ce qu'on appelle le collectif, notamment sur la PDP et la souffrance au travail actuellement. On a eu un petit peu de mal à redémarrer après le confinement et du coup, on se remet en ordre de marche et nous avons quand même quelques groupes d'action collective qui sont en route actuellement. Donc voilà. Nous nous appuyons bien évidemment sur la méthodologie de l'intervention sociale et la relation d'aide entre l'assistance de service social et la personne accompagnée. Nous nous appuyons évidemment aussi sur le réseau de partenaires du service social afin d'apporter une réponse globale et coordonnée aux difficultés rencontrées. Et nous nous appuyons sur les dispositifs existants qui viennent renforcer l'accompagnement psychosocial proposé. Donc, l'accompagnement proposé n'est pas obligatoire et peut prendre fin dès que l'assuré le souhaite. Le service social de l'assurance maladie accompagne les assurés du régime général dont l'état de santé engendre des difficultés pour faire face aux conséquences de la maladie dans la vie quotidienne et professionnelle. Par contre, nous n'intervenons pas pour les demandes de retraite. Ce n'est pas parce qu'on a encore l'intitulé service social CARSAT, puisqu'on est porté au niveau régional par la CARSAT, que nous avons les compétences de tous les services de la CARSAT. La retraite, c'est une législation très particulière. Donc du coup, on est en capacité de repérer potentiellement des besoins pour des personnes qu'on accompagne, mais nous-mêmes, nous les orientons vers le service retraite. Donc, il y a la plateforme 3960 et puis sinon, il y a le site qui permet à tout un chacun de créer son compte personnel et il n'y a pas d'âge pour ça. Au contraire, même, il faut le faire le plus vite possible. Vous aurez un tas d'informations et vous aurez la possibilité pour vous ou pour les assurés que vous accompagnez, enfin les salariés, les personnes que vous accompagnez, d'avoir des informations personnalisées sur leur compte. Donc, il faut vraiment encourager tout le monde à créer ce compte. Et nous n'intervenons pas donc pour les retraités. Donc, il est important de distinguer aussi les missions du service social par rapport au service action sociale de la caisse primaire. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez assisté au webinaire précédent qui était axé sur l'action sociale. Je regarde Béatrice qui me fait oui. Donc, du coup, qui était axé sur ce service action sociale de la CEPAM. C'est pas du tout les mêmes missions, nous n'avons pas les mêmes rôles. Le service action sociale gère des fonds d'action sociale pour aider les personnes en difficulté, en lien avec la santé, bien évidemment, puisque c'est la caisse primaire d'assurance maladie, alors que nous, on est aussi en lien avec la santé, mais pas que sur le volet financier pour la santé. Voilà.
Donc, les étapes de l'accompagnement, donc là, c'est un petit peu la méthodologie enfin, c'est le déroulé de l'accompagnement hein, avec la méthodologie de l'accompagnement social. Donc, il y a une première évaluation du dossier et une orientation de l'assuré par nos secrétaires. Hein, qui repèrent, qui écoutent, qui entendent les difficultés et qui déterminent si effectivement les situations qui nous sont orientées relèvent bien de nos missions. Après, dans un deuxième temps, quand l'ACSAM oriente vers l'assistante sociale, il y a une rencontre avec l'assistante de service social. Quand je vous disais tout à l'heure qu'à travers le film, vous verrez qu'on travaille surtout en accompagnement autour de l'assuré, donc pour l'assuré, avec l'assuré, on définit un plan d'aide. Le plan d'aide, c'est définir un objectif de travail qu'on travaille ensemble. C'est pas l'assistante sociale qui détermine ce qui va être bien pour l'assuré, c'est l'assuré qui dit moi j'ai telle difficulté, j'ai besoin qu'on travaille ensemble là-dessus, et c'est l'assistante sociale qui s'adapte et qui adapte son accompagnement à cet objectif défini ensemble. Donc c'est vraiment le travail social par objectif dans le cadre d'un plan d'aide écrit, contractualisé avec la personne. Donc, il y a un suivi individuel par étape hein, tout au long de l'accompagnement. Il y a des possibilités d'intervention collective thématique en complément ou complètement en dehors d'un accompagnement individuel. Hein, on peut faire du collectif sans qu'il y ait besoin d'un suivi individuel. Et puis, du fait qu'on a posé, grâce au plan d'aide et à l'objectif de travail, justement un but d'action, on a une fin d'accompagnement à un moment donné qui est déterminée par l'objectif qu'on avait posé, qui peut bien sûr être renouvelé par un autre objectif. Hein. Et dès que tous les objectifs de travail sont atteints, dès que les objectifs de travail ont été creusés hein, et qu'on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire dans le cadre de ces objectifs, on clôt notre dossier et nos dossiers sont clos et ils sont effacés de nos bases au bout de 6 mois sans intervention. Voilà. Donc, c'est une approche progressive pour permettre à la personne de retrouver des repères et d'être rassurée, tout en l'aidant à appréhender les possibilités qui s'offrent à elle. Donc, notre objectif, c'est bien évidemment de donner le plus d'autonomie aux personnes et que grâce à un accompagnement, elles sachent par la suite à qui s'adresser, faire seule éventuellement ou pouvoir revenir vers nous ou vers d'autres personnes si elles ont besoin. Alors, quelques situations concrètes, hein, ça va peut-être plus vous parler. Donc, Paul a 45 ans, il est commerçant à Saint-Quentin, il gère une entreprise individuelle depuis plus de 15 ans et il n'a pas eu d'autre activité professionnelle. Donc, il travaille seul et n'a pas de salarié. Et puis, il est en arrêt de travail depuis 3 mois. Donc, Paul est orienté vers le service social de l'assurance maladie par le médecin conseil de la caisse primaire à la suite d'une visite médicale dans le cadre d'une demande d'invalidité et qui a fait l'objet d'un rejet au motif que son état de santé n'était pas stabilisé. Donc, je suppose que tout le monde est bien au fait maintenant puisque la validité a évolué. À partir du moment où des indemnités journalières sont en cours et que la situation n'est pas stabilisée, le service invalidité, voire le médecin conseil, donc, donne un refus et c'est à l'issue des indemnités journalières que le dossier d'invalidité pourra être étudié. Par rapport, on va rester un petit peu là-dessus. Donc, par rapport à Paul, donc, le diagnostic social posé a mis en évidence chez Paul des difficultés à la fois au niveau de la santé, mais aussi des difficultés administratives, financières et personnelles. Des difficultés du côté de son entreprise, notamment le jour de la reprise de son activité, sont également peu probable. L'accompagnement de l'assistant de service social a permis à Paul de prendre conscience de l'impact de sa maladie sur sa vie personnelle et professionnelle et de repenser son projet de vie. Donc, nous l'avons informé sur ses droits et les dispositifs en lien avec sa situation, donc indemnité journalière, prévoyance, assurance, tout au long de son arrêt de travail. Et l'accompagnement proposé à Paul lui a permis de réfléchir à un projet de reconversion professionnelle. Donc, voilà. Nous avons, comme je vous ai dit, des orientations qui sont faites par la masse, mais pas que. Nous avons aussi des orientations qui sont faites par les médecins du travail, par les cellules SPST, hein, puisque vous savez que tous les SST, services de santé au travail, sont devenus services de prévention et de santé au travail et qu'ils se dotent tous
maintenant d'une équipe pluridisciplinaire qui est une cellule en appui aux médecins du travail qui repère les situations et qui nous oriente vers nous, service social de l'assurance maladie, donc spécialisé en santé, des problématiques et des situations qui nécessitent une prise en charge qui relèvent de nos compétences à nous. Donc voilà, et on a aussi énormément de signalements qui nous parviennent de la part des médecins conseils. Puisque dans le cadre des contacts avec les assurés, donc par le service médical, disons qu'il y a des CSAM, conseillères service assurance maladie, il y a des infirmières, service médical, et il y a des médecins conseils. Et du coup, toute cette équipe repère effectivement, contacte les personnes et repère les situations qui nécessitent des accompagnements, soit social, soit financière, soit familiale, soit professionnelle, etc. Et donc, nous oriente les situations et nous en recevons énormément. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, nous ne chômons pas. Donc, voilà. Donc, pour cette situation, on va passer à la prochaine. Une situation, je l'ai. Donc, Catherine a 50 ans, elle vit seule avec son fils qui a 14 ans à Limoges. Elle exerce en tant qu'aide à domicile auprès de multiples employeurs et elle est en arrêt de travail depuis 4 mois suite au diagnostic d'une lourde pathologie. Donc, Catherine est orientée vers le service social de l'assurance maladie par un assistant social du centre médico-social, CMS du département, pour les difficultés liées à l'entretien et l'accessibilité de son logement. Donc, du fait des traitements lourds et de la fatigue associée, elle exprime des difficultés pour faire son ménage et effectuer des tâches au quotidien. Donc, sa toilette, son alimentation. Donc là, on est dans le volet conséquences des pathologies lourdes. Et voilà. Donc, l'accompagnement proposé a permis à Catherine de s'exprimer sur les difficultés liées à sa maladie et d'être informée sur ses droits et les dispositifs pouvant permettre d'améliorer sa situation. Nous avons pu mobiliser l'ensemble de son réseau de partenaires internes et externes, donc maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, association d'aide aux malades, médecins traitants, etc. Le service social a pu coordonner les relations et les actions entre partenaires et ainsi soulager Catherine afin qu'elle puisse se concentrer sur ses soins. Donc, depuis le début de son accompagnement par le service social, Catherine a bénéficié de 12 entretiens téléphoniques ou visites à domicile. Et à ce jour, l'accompagnement psychosocial continue parce que ces soins ne sont toujours pas terminés. Donc, voilà. Refaire une petite situation pour finir. Voilà. Donc, Valérie a 28 ans. Elle est secrétaire médicale à Cholet, célibataire avec 2 enfants. En arrêt de travail depuis 3 mois, elle arrive au terme de ses droits au complément de salaire de son employeur. Des difficultés financières antérieures à son arrêt de travail étaient déjà présentes et risquent de s'accentuer suite à cette perte de ressources. Donc, Valérie est orientée vers le service social par un assistant social du centre médico-social de sa ville pour des difficultés financières liées à l'arrêt de son complément de salaire. Donc, l'assuré a exprimé des difficultés financières qui sont liées à sa situation de santé. Une baisse de revenus, même minime, peut générer ou accentuer une situation de précarité ou tout simplement générer des difficultés financières, donc à payer le loyer, dette d'énergie, etc. L'accompagnement social peut intervenir en amont de la difficulté financière afin d'éviter la créance, ou à titre curatif afin de limiter l'aggravation d'une situation déjà précaire. C'est pourquoi il est important, dès qu'une situation évolue, de prendre attache sans tarder avec le service social de l'assurance maladie. Donc là, pour le coup, nous avons la possibilité, bien évidemment, d'intervenir auprès du service ASS, Action sociale de l'assurance de la CEPAM, pour que justement des aides soient apportées. Ça peut être pour de l'aide ménagère, ça peut être, comme vous l'avez vu tout à l'heure, pour rééquilibrer un budget, effacer une dette ou réduire une dette, etc. Donc voilà un petit peu notre champ. Je pense que j'ai pas d'autres exemples. Ah si,
J'en ai un autre. Donc, Louise, 45 ans, mariée avec 3 enfants, habite à Créteil. Elle est actuellement en congé parental. Aujourd'hui, Louise n'arrive pas à effectuer les soins dont elle a pourtant besoin du fait des freins sociaux, culturels et psychosociaux complexes. Donc, Louise est orientée vers le service social par la masse. Et Louise bénéficie en effet d'un accompagnement administratif car elle a des soins prescrits et urgents à faire, mais elle rencontre des freins divers qui l'amènent à y renoncer. Donc, de fait d'une situation budgétaire fragile, elle priorise les dépenses concernant les charges incontournables, l'alimentation, le logement, la santé des enfants, et sa santé apparaît comme moins prioritaire. Elle évoque également des craintes vis-à-vis de la prise en charge médicale, donc la peur du diagnostic, des conséquences des traitements, etc. Où elle est. Oui, mais je ne sais pas où elle est. Vous aurez... Ah, elle est là, Louise. Donc, la situation sociale de Louise est un frein à son accompagnement thérapeutique hein, et elle a l'effectivité de ses soins pourtant prescrits et nécessaires. C'est pourquoi l'accompagnement administratif ne suffit plus et que la mission accompagnement santé choisit d'orienter vers le service social. Donc, après un diagnostic social réalisé, le service social décide donc de mettre en place son accompagnement social. En levant les freins sociaux, l'accompagnement par un assistant de service social va faciliter la prise en charge globale de Louise, donc sociale, administrative, mais surtout rendre possible l'effectivité des soins. Alors, on ne rentre pas trop dans les détails. Hein, vous savez ce que c'est qu'un accompagnement social. On va au rythme de la personne, on rassure, on met tout en œuvre pour que la personne puisse aller mieux dans tous les domaines. Vous aurez à la fin ce guide hein, avec toutes les situations et d'autres encore qui va vous être joint au support. Je vais peut-être revenir juste un petit peu plus, mais vous me poserez peut-être des questions à la fin, mais juste un petit peu plus sur la PDP. Là, on parle beaucoup de l'accompagnement à la santé et de toutes ses conséquences. Plus particulièrement, donc vous avez compris que désormais, nous ne sommes plus dans le aller vers les assurés, mais que nous sommes en niveau 2 et que ce sont nos partenaires qui repèrent les situations qui relèvent de nos missions. Quand quelqu'un est en arrêt de travail, qu'il a un contrat de travail et qu'il y a un risque d'inaptitude, nous avons, grâce à une lettre réseau de la CNAM, la possibilité de faire suivre, si la personne en est d'accord, des formations durant l'arrêt. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, vous savez que quelqu'un qui est en arrêt de travail indemnisé par la caisse primaire ne doit pas avoir d'activité, que ce soit salarié, rémunéré ou bénévole, ou de formation, parce que c'est assimilé à une activité, mais doit tout mettre en œuvre pour se soigner. Donc, voilà, normalement, il n'y a pas le droit. Mais on a une dérogation, on a des textes qui nous permettent, nous, en tant que service social, de favoriser la mise en place de formations durant l'arrêt. Donc, ça peut être des bilans de compétences, des mises en situation en entreprise, des formations courtes. Hein, et donc, il y a tout un travail qui se fait autour de ça. Si la personne a besoin de préparer son avenir parce que son état de santé lui permettra pas de reprendre un emploi qu'elle occupe déjà, elle peut effectivement suivre un bilan de compétences pour réfléchir à un nouveau projet professionnel et de façon à ce qu'au moment de la fin de l'arrêt de travail, elle puisse redémarrer très rapidement sans avoir tout ce parcours de réflexion à suivre. Et en plus, il est considéré depuis déjà beaucoup d'années que la remobilisation à l'emploi durant l'arrêt de travail contribue aux soins et à l'amélioration des personnes. Donc, nous avons cette possibilité de faire pratiquer des actions de remobilisation, des actions de formation durant l'arrêt à titre exceptionnel. Voilà. Donc, comment contacter le service social de l'assurance maladie?
Nous n'avons plus de ligne directe, hein, sinon la plateforme 3646. Pour nous joindre et pas passer par tous les étapes du 3646, qui est quand même une vaste plateforme, il faut bien prononcer service social. Et du coup, vous arrivez directement et les assurés aussi arrivent directement auprès de nos CSAM, hein, nos conseillères services assurance maladie, qui font, c'est le fax. Ouais. Le 04 76 12 19 00, c'est le fax. Il est toujours valable. Autant vous dire que nous n'avons pas reçu de fax depuis quand même très, 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 très longtemps. Hein, c'est plus vraiment le moyen de communication le plus adapté. Donc, nous, c'est 3646 ou alors, vraiment, ce qui marche le mieux, j'ai envie de vous dire, c'est un mail. Et ça, ce mail, le ssocial.grenoble@carsat-ra.fr, c'est une boîte générique. Elle est relevée tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et là, vous êtes sûr que même si le 3646 par moment est un peu encombré, hein, on sait ce que les plateformes malheureusement ont comme inconvénient, vous êtes sûr qu'en utilisant cette adresse mail générique qui est diffusable à tout un chacun, soit les professionnels, soit les assurés, vous êtes sûr que vous aurez un retour au moins à minima dans un premier temps par une secrétaire. Et les retours se font par téléphone, hein, bien évidemment, et on est en contact direct, sauf si nous n'arrivons pas à trouver de numéro de téléphone, et à ce moment-là, nous répondons par mail. Donc, en annexe, vous avez ce fameux guide dans lequel il y a les exemples, hein, que je vous ai lus, et il y en a d'autres, et qui reprend tout nos missions, notre positionnement au niveau de l'institution et donc de l'assurance maladie et des autres services sociaux, hein, puisque nous sommes complémentaires aux autres services sociaux qui existent dans bien des domaines, hein, avec cette particularité de travail auprès de la santé et des conséquences de la santé.